Bonjour et bienvenue pour cet épisode de la série H-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Predator, il est réalisé et scénarisé par Shane Black. Il est sorti le 12 septembre 2018 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Alors ce sera un épisode court aujourd'hui parce que tout simplement ce film est communément acquis comme étant mauvais. Et je ne vais pas me mettre... en porte-à-faux des autres critiques que j'ai pu voir sur YouTube ou ailleurs. Effectivement, c'est un mauvais film. J'irais même jusqu'à dire que c'est un très mauvais film. Et donc, je vais plutôt m'intéresser au pourquoi. Parce que, si vous ne connaissez pas Shane Black, ce qui m'étonnerait, Shane Black est notamment le scénariste, un scénariste phare des années 80, 90 plus ou moins, puisqu'au début des années 90, on l'a mis un peu de côté. C'est lui notamment qui avait écrit le scénario du non moins si je dis pas de bêtises, de L'Arme Fatale. Ou je sais plus si c'est d'ailleurs de L'Arme Fatale, je crois que c'est de L'Arme Fatale. Et il est connu au départ surtout pour être un scénariste avec une carrière plutôt costaud, plutôt réussie, notamment en réinventant un petit peu le buddy movie. Oui, voilà, j'ai vérifié pendant que je vous parlais sur Wikipédia. Effectivement, c'est le scénariste de L'Arme Fatale 1, où il a été aussi à l'origine de l'histoire de L'Arme Fatale 2, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero, Au revoir à jamais, et puis 10 ans plus tard, un peu moins de 10 ans plus tard, Kiss Kiss Bang Bang, qu'il a réalisé lui-même. Et ensuite, il a écrit des scénarios pour des films qu'il a réalisés essentiellement lui-même. Mais grosso modo, il a eu un peu une traversée du désert, puisqu'il a lancé le style du buddy movie un peu plus hardcore, un peu plus noir, des années 80. Et il a vécu, lui, la jonction avec un buddy movie beaucoup plus sympathique, beaucoup plus clinquant. C'est Monsieur Mea qui dit dans une vidéo, je crois sur Last Action Hero, de manière très intelligente, qui suffit pour voir le gap entre les films de buddy movie des années 80 et ceux de 90 pour voir la différence. Il suffit de regarder L'Arme Fatale 2 et L'Arme Fatale 3. Et effectivement, il a raison, c'est le jour et la nuit en termes de style et de narration. Et donc Shane Black, c'était un peu le gars qui avait lancé tout ça avec L'Arme Fatale à la base, avec un style très particulier, deux personnes antagonistes qui finissent par faire équipe, des méchants patibulaires, un univers assez noir et violent, un humour constant mais très maîtrisé, toujours dans une forme de second degré, donc les personnages commencent à avoir du recul par rapport à ce qu'ils vivent, étant moins des personnages qui croient complètement à la situation, à l'action qu'ils sont en train de vivre. Bref, avec une patte très particulière qu'on reconnaît encore aujourd'hui, c'était lui qui était derrière ce style d'écriture et de dialogue. Si vous avez aimé les dialogues dans L'Arme Fatale, eh ben, c'était du Shane Black. Tout simplement, Le Dernier Samaritain, qui est peut-être pas un des films les plus, reconnus de Bruce Willis, reste dans ma tête, moi, depuis très longtemps, comme un de ses films les plus sympathiques. Même s'il est complètement à la masse. Bruce Willis, ça a fait pire, hein. Si vous avez jamais vu Hudson Hawk, qui est une histoire à lui tout seul, vous verrez que c'est complètement fou ce qu'il a pu faire Bruce Willis comme film. Mais en l'occurrence, Le Dernier Samaritain, pour moi, ça reste un de ses très bons films, en l'occurrence, et c'était écrit aussi par Shane Black. Le style Shane Black, comme je viens de le dire, c'est un peu un type de narration où on a systématiquement trois grands éléments. Le premier, c'est un couple de héros, donc comme je le disais, antagonistes, qui sont en général séparés entre le dur, vraiment très dur et violent, et un autre qui va être un peu plus hableur, un peu plus, un peu plus, non pas faible, mais un tricheur, qui va avoir moins de codes moraux, tout ça, mais qui va être très malin, très rusé, et ils sont amenés par la force des choses à faire équipe. Il y a plein d'autres films qui vont utiliser ce ressort-là, Shane Black l'avait pas inventé, mais c'est lui un peu qui, dans les années 80, va relancer un peu la mode de ça. Il y a plein d'autres films qui vont imiter ça, comme par exemple, avec plus ou moins de bonheur, avec par exemple les 48 heures de Walter Hill, qui sont pas mal du tout, avec un très bon couple d'acteurs principaux, Nick Nolte et Eddie Murphy. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ils ont vraiment relancé un petit peu un style comme ça. On aura aussi dans un style beaucoup moins réussi Tango and Cash avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Bon, je ferme la parenthèse. Vous avez plein de films de ce genre là, c'est juste pour vous donner une échelle d'idées. Il y en aurait beaucoup trop pour tous les énumérer. Et en l'occurrence, donc il avait ce style là dans ses scénarios. Un peu deux antagonistes qui doivent faire équipe. Toujours un personnage qui est une sorte de comic relief et qui en plus a du recul par rapport à ce qui est vécu. Très souvent dans ces films, paradoxalement, c'est des enfants qui ont ce rôle-là. On reconnaît tout de suite son style, hein, dans le scénario notamment de Last Action Hero, mais aussi dans Kiss Kiss Bang Bang, dans les films plus récents, dans Iron Man 3 aussi, on a le gosse qui est constamment en recul par rapport à la situation, qui essaie de profiter de l'argent de Tony Stark, tout ça. Ça c'est vraiment le plus pur style du personnage comique de Shane Black.
Et le dernier élément, c'est souvent une action qui est à la limite d'être complètement what the fuck, qui se veut quelque part vraisemblable, mais qui très vite bascule en scène d'action burlesque et en même temps spectaculaire. Pour vous donner une échelle d'idée, dans Kiss Kiss Bang Bang, à la fin, le personnage principal se raccroche, il va tomber d'un pont, donc qui est très haut, il se raccroche à la main d'un cadavre qui dépasse d'un cercueil qui est sur le rebord, qui tient en suspens sur le rebord du pont. Voilà, ça vous donne une échelle d'idée du délire que ce mec écrit et mis en scène quand il imagine des scènes d'action, quoi. C'est lui aussi qui est derrière l'idée des scènes d'action et des foreshadowing hyper prononcés dans la Station Hero vers tout l'univers du cinéma des années 90. Il y a plein d'idées de mise en scène qui viennent bien sûr du réalisateur John McTiernan, qui est juste un très grand réalisateur. Mais en l'occurrence, il y avait aussi beaucoup d'idées qui étaient dans la réécriture du scénario de Shane Black, puisque c'était pas un scénario original à la base, il avait été écrit par d'autres scénaristes avant lui. Donc tout ça pour dire, Shane Black, et notamment par ses derniers films, si vous n'avez pas vu Kiss Kiss Bang Bang, matez-le. Iron Man 3, c'est vachement bien. Je sais, je vais me faire des ennemis, mais je ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, avec de la vidéo et tout, parce que ça, il faudra. C'est un sujet en soi. Il a fait ensuite The Nice Guys, qui est vachement bien, dont j'espérais encore dernièrement vachement une suite, mais a priori, il n'y en aura pas. Avec un couple formidable Russell Crowe et Ryan Gosling, qui est dans un rôle là, qui est juste génial. En rôle comique, il est super drôle. Bref. Vous vous doutez bien que c'est le dur, il est fait par Russell Crowe et le rigolo par Ryan Gosling. Hein. Et ben si vous n'avez pas vu The Nice Guys, foncez, c'est vachement bien. Et c'est du pur Shane Black dans le style. Donc, on reconnaît son style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il divise énormément. Tout simplement parce que c'est un scénariste qui va au bout de ses idées, et quand il réalise en plus ses scénarios, c'est encore pire, il va encore plus au bout. Je vous conseille vraiment de mater Kiss Kiss Bang Bang, qui en ce sens est un archétype du style de Shane Black. Tout ça pour dire, il divise. Il y a des gens qui l'aiment et des gens qui le détestent. Il n'y a pas vraiment de juste milieu sur ce réalisateur-là. Pourtant, d'une certaine manière, je vais essayer de le faire plus ou moins. J'adore son cinéma, mais il y a des défauts. Le premier, c'est que à force d'avoir un personnage de comic relief qui vient constamment vous expliquer les vannes et ce qui va se passer, mine de rien, on refroidit les surprises et on rend l'histoire on dit sans arrêt que l'histoire est un film. Donc c'est toujours un peu chaud par rapport à la suspension de crédulité du spectateur. C'est-à-dire que cette idée qu'on va accepter que Ryan Gosling rentre dans le champ et dit je m'appelle détective Truman. Bah oui, mais si t'arrêtes pas de nous dire que c'est un scénario, si t'arrêtes pas de nous répéter pendant tout le film, par l'intermédiaire d'un personnage, que c'est une histoire, que c'est un film, au bout d'un moment, on a trop de recul. Donc c'est un plaisir coupable, un peu, les films de Shane Black. Ça peut complètement tourner à l'ego trip d'écrire comme ça. C'est un scénariste qui écrit constamment sur son métier. Donc là, il y a des limites très fortes. Il y a beaucoup de spectateurs qui lui en veulent d'avoir refroidi le scénario de The Nice Guys, et encore plus dans Iron Man 3, où clairement... le personnage du gamin et Tony Stark raconte sa propre histoire en voix off, et du coup on est complètement face à un truc qui s'est forcément bien passé. Enfin, c'est très, très déstabilisant, parce que ça a un côté... Ça peut vraiment enlever beaucoup de tension au film de faire ça. Et lui, il le joue complètement. Il essaie de réintroduire de la vraie surprise et du suspense, notamment en faisant dire aux personnages les choses qui vont arriver, ce qu'ils pensent qui va arriver, tout ça. Je dis bien ce qu'il pense parce que il joue souvent sur ce fait que le personnage comprend et sait tout ce qui va se passer, il a conscience d'être dans une narration, mais en même temps, à un moment donné, l'histoire va le contredire. Et évidemment, c'est à un moment donné, en général, un pivot, histoire que l'histoire prenne son sens et que le vrai suspense, entre guillemets, démarre ou arrive à ce moment-là. Même si les films de Shane Black sont connus pour être écrits comme des films. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui sont tout sauf des continuités dialoguées. Il y a énormément d'action pendant les échanges. Il aime bien faire courir les gens et se parler. Il y a des moments où les personnages se retrouvent et parlent. Mais même dans ces moments-là, il fait en sorte qu'il y ait une plus-value. Faut que ce soit drôle, faut que ce soit amusant, faut que ce soit dynamique, faut que ce soit touchant, faut qu'il y ait une plus-value à la séquence, sinon il ne fait pas s'arrêter les personnages pour parler entre eux. Je reviendrai là-dessus dans The Predator, parce que ça ne fonctionne particulièrement pas, mais je reviendrai là-dessus. Et donc tout ça pour dire, il a un style très 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 particulier qu'on reconnaît tout de suite, et souvent il y a un rejet très fort de son cinéma, tout comme une adoration très forte de son cinéma. Mais encore une fois, il y a des limites dans son style, clairement. Comme je disais, les scènes d'action sont souvent what the fuck. Quand le film est plutôt bien tendu, ça peut passer, mais honnêtement,
Je comprends les gens qui m'ont dit devant Kiss Kiss Bang Bang, j'ai pas réussi à être dedans parce qu'il y a pas une... Le film il se veut hyper violent, et il est par moments hyper violent, mais en même temps il devient complètement débile et ridicule par d'autres, donc cet ascenseur émotionnel-là, je comprends qu'il y ait des gens qui n'y aient pas adhéré, c'est quand même un style très très particulier, et ensuite, non des moindres, le côté buddy movie, bah, ça commence à être daté, quoi. Ça commence à être daté tout doucement, on sent vraiment, même dans les films de super-héros, on essaie d'éviter ce truc-là. Je me souviens que dans Spider-Man, ils essayaient un petit peu de remettre cette dynamique, notamment dans le dernier Spider-Man Homecoming, avec son copain là, l'asiatique là, qui est un peu rond. Et on sent vraiment qu'à un moment donné, ils se sont limités les interactions entre les deux personnages, alors que ça fonctionnait plutôt bien, parce que ça enlevait de la tension. On connaît en fait ce ressort-là. On sait que quand il y a un personnage comique qui arrive, même le grand public maintenant a complètement conscience que quand un personnage arrive et qu'il est comique, il est là pour rendre l'histoire drôle et le rire va passer par lui. C'est devenu une ficelle scénaristique dont les gens ont conscience, même s'ils se disent pas ah, je connais la ficelle. Ils le sentent arriver. Du coup, c'est encore plus difficile d'être drôle, d'être dynamique et de donner de la dynamique à ça. Le buddy movie est devenu un style tellement éculé que c'est vraiment dur de le faire tenir debout. Il faut y mettre une forme de vraisemblance et de densité, ce que je trouve Shane Black arrive à faire admirablement. Mais je comprends que les spectateurs, quand ils sentent que le film va être découpé comme ça, ils décrochent tout de suite parce qu'ils en ont trop vu. C'est devenu... C'est même plus une tarte à la crème, c'est un archétype du cinéma. Le buddy movie entre deux gars qui se détestent et qui finissent par faire équipe. C'est un archétype, c'est vachement dur à renouveler. Donc il y a toute une partie des spectateurs qui en ont marre de cet archétype-là, surtout s'ils peuvent le reconnaître tout de suite, ou pire, et c'est ce que Shane Black fait, si le film le dit directement que ça va être un buddy movie. Tout ça pour dire, il y a des grosses limites au cinéma de Shane Black, des vrais, qui sont complètement recevables. Je vais pas vous faire changer d'avis sur le cinéma de Shane Black parce qu'il est trop tranché pour dire que ça marche complètement ou que ça foire complètement. C'est exactement la singularité dont je parle dans beaucoup de mes vidéos. Quand on est arrivé à ce niveau de singularité-là, on va exclure une partie du public. C'est sans pitié. Or, et nous en arrivons à The Predator, quand on est sur de très très grosses productions, sur des films très attendus, ce qui était le cas de The Predator, pas forcément par moi, mais par beaucoup de personnes, on a à un moment donné un devoir vis-à-vis de la production de ramener un minimum de spectateurs au cinéma, parce que faut que ça banque, c'est aussi bête que ça. Et une production comme Fox est connue pour être très très dure quand ils sentent que ça va partir en vrille. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça chez Fox, mais ça fait vraiment longtemps que c'est le cas. Si vous voulez vous intéresser un petit peu à un phénomène de Fox qui est passionnant, c'est les films X-Men. Le premier film est fait par Bryan Singer, grosse pression sur lui de la production de ça, il lui impose plein de choses, il réussit plus ou moins le film marche très très bien, on se rend compte que les films de super-héros ça marche, blablabla. Je vais pas vous refaire l'historique, si vous voulez le voir, j'en avais déjà parlé dans ma critique de X-Men Apocalypse. Et en l'occurrence, il fait le deuxième, qui est un succès, on lui donne les coups des franches un peu plus, le film est un succès, et pour le troisième, il va aller encore plus loin, et là, la production freine, pour des raisons vraiment absurdes, mettre Brett Ratner à la tête du projet, le film est un échec artistique terrible, réussite commerciale mais échec artistique qui fait comprendre à Fox que limite il faudrait arrêter les films X-Men, donc ça vous donne une échelle d'idée du naufrage, du naufrage critique notamment, et ils vont ensuite produire encore d'autres films sur les X-Men, notamment les Wolverine, qui vont aussi être des échecs artistiques terribles, notamment le premier. Enfin voilà, c'est la Fox. Et ils vont faire revenir Bryan Singer, c'est ça qui est fou, pour participer à l'écriture d'un éventuel reboot de la série X-Men au départ, nommé X-Men le commencement, avec un autre réalisateur très 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 singulier, Matthew Vaughn, qui va imposer beaucoup de choses, et ça va être la grosse prise de tête entre le studio et le réalisateur, au tel point que le réalisateur ne se lancera même pas dans la réalisation de la suite, et ils vont faire revenir Bryan Singer pour le X-Men suivant, qui est donc Days of Future Past. Ça vous donne une échelle d'idée du côté schizophrène de cette production, et je ne sais pas comment fonctionne Fox en termes de contrôle interne et ainsi de suite, mais visiblement, ils flippent très très vite, et ils choisissent des réalisateurs un peu n'importe comment. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu choisis Shane Black, au jour d'aujourd'hui, en 2015 ou 16, quand il a signé probablement pour faire ce film, le mec avait quand même derrière lui 10 ans un peu moins, 9 ans de traversée du désert où Hollywood voulait plus de ses scénarios, jusqu'à ce qu'il réalise Kiss Kiss Bang Bang et que le film marche très très bien, puisque c'est un des films qui a permis notamment à Robert Downey Jr. de revenir en haut de l'affiche.
et à Val Kilmer de disparaître complètement de l'affiche d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que c'est un des derniers films de cinéma de Val Kilmer. Donc tout ça pour dire, Shane Black a, à un moment donné, réussi à faire revenir son style, à montrer qu'il y avait un public et qu'il était, comment dire, qu'il avait la capacité de trouver un public qui le suivait de manière très très forte. La réussite aussi bien artistique que critique, même si ça avait divisé, il y avait quand même une partie de la critique qui encense Iron Man 3, dont je fais partie. Je suis pas critique professionnel, mais j'estime qu'on peut estimer que je fais partie de la critique quand je parle autant de films depuis un petit moment. Et je dis ça très modestement, je suis absolument pas journaliste, hein, c'est pas mon métier. Mais en l'occurrence, j'en faisais aussi partie de ceux qui disaient que voilà, qu'il était vachement bien, il y avait qui le détestaient, mais il y avait eu, le public avait suivi, le film avait cartonné. Il fait The Nice Guys, qui est un film un peu plus, comment dire, un peu plus petit ensuite. Le film cartonne aussi. Et donc on lui propose The Predator, tout en sachant qu'il fait pas seulement des films qui cartonnent, il fait des films qui sont très très singuliers et qui divisent. Donc il propose un scénario très, très fort, très singulier. Visiblement le Fox l'a accepté tel quel. Ils font le tournage et j'ai appris dernièrement qu'en fait la fin du tournage et le montage, ça a été une littérale guerre entre le réalisateur et la production. Mais allons sur le pitch d'abord du film parce que le pitch est assez génial. Pour une fois, je ne l'ai pas rédigé, c'est du sans filet. Donc, nous suivons le personnage principal joué par Boyd Holbrook. Zut, donc j'ai oublié le nom maintenant. Ah, zut, pardon, je vais le retrouver parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je fais vite. Qui joue un mec qui s'appelle Quinn McKenna, soldat qui, dans une mission au début du film, est confronté au Predator qui tue toute son équipe. Il est rapatrié aux États-Unis, on le fait passer pour fou pour éviter qu'il y ait des témoins de ça, puisqu'il y a une super unité qui étudie les Predators depuis le premier Predator et puis après Predator 2 aussi, puisque ce film est à la continuité de Predator 1 et 2, et pas notamment entre parenthèses des Alien vs Predator, entre autres. Et donc, ni du Predators, c'était de Robert Rodriguez, non je sais plus, en tout cas du Predators, avec Adrien Brody, bref. Donc c'est la suite de Predator 1 et 2, et en l'occurrence, cette super équipe essaie de trouver des éléments, d'étudier les Predators, peut-être pour s'en faire des armes, évidemment, c'est pas des gens très gentils. Et donc ils essaient de faire interner Boyd Holbrook, donc Quinn McKenna, pour le faire lobotomiser. En parallèle de ça, Quinn a envoyé à sa femme et à son fils autiste un colis avec le casque du Predator pour garder une preuve de sa rencontre du troisième type, puisqu'il se doutait qu'il allait être un tout petit peu malmené en rentrant chez lui pour dire qu'il avait vu ce genre de truc. Et il se trouve que son fils est capable d'utiliser la technologie des Predators. Malheureusement, en manipulant la technologie des Predators, il appelle visiblement un Predator venu de l'espace qui, avec 2 gros chiens, est venu récupérer, on ne sait pas, le casque, un autre Predator, on ne sait pas. Bref, je vous laisse découvrir un jour si vous voulez regarder ce film. Je vous le déconseille malgré tout. Je vais pas spoiler, parce que le film est sorti depuis pas longtemps, si vous voulez le voir, je comprends tout à fait, y a pas de souci. Moi-même, j'avais vu des critiques avant, je les avais pas regardées, j'avais vu les titres qui détestaient le film, mais je voulais me faire mon avis, donc j'ai pas écouté, je suis allé voir le film. Et comme j'aime le cinéma de Shane Black, je me disais, pourquoi pas. Je me suis trompé. Je me suis trompé vraiment quasiment sur toute la ligne. Alors, on retrouve les éléments clairement du cinéma de Shane Black, on a un moment une sorte de duo plus ou moins entre McKenna et un gars qui s'appelle, j'oublie son nom d'ailleurs, qui s'appelle Williams, même si c'est finalement plutôt autour d'un groupe de soldats qui souffrent de PTSD, de syndrome post-traumatique, hein, et qui ont tous plus ou moins pété les plombs. On apprend qu'il y en a un notamment qui a essayé de se faire sauter la tête, bref. Je vous spoile pas plus que ça. Et on comprend très vite que, vu que c'est le seul moment où le film s'arrête au début pour commencer à parler un petit peu, où on voit Quinn un peu plus se livrer, ainsi de suite, dans le camion, on appelle le camion des dingos, hein, puisqu'ils sont 4 ou 5 là, dedans. Et on comprend très vite que bah, ça va être notre équipe et qu'on va la suivre et que visiblement ils vont être confrontés au Predator, évidemment, qui est dans le film. Le truc, c'est que
choisir des soldats qui souffrent de PTSD venant de Shane Black, c'était pas juste un argument, c'était clairement un choix d'écriture et de mise en scène. Donc ils ont tous de vrais soucis. Il y en a un notamment qui a un syndrome de Tourette hyper fort, qui en plus est joué par Thomas Jane. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Thomas Jane, c'est le gars qui a interprété le Punisher dans la première version cinéma pardon, excusez-moi, la deuxième version cinéma après Dolph Lundgren en 2002 ou 2003, je crois, qui était un film effroyable. Et qui est un acteur qui a fait, je crois, des sitcoms avant, ou des séries télé, et qui avait notamment... Qu'est-ce qu'il avait fait encore au cinéma derrière, Thomas Jane? Il a fait Peur Bleue aussi, qui est tout à fait sympathique, un film de Renny Harlin très drôle. Bref, sur la parenthèse. Et donc on retrouve Thomas Jane dans un rôle hallucinant, où il n'arrête pas de dire des saloperies pendant tout le film, qui sont visiblement un petit peu ce qu'il pense, donc c'est quand même une vision très personnelle de la maladie de Tourette, mais peu importe. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Ils ont tous de gros soucis, hein, visiblement. Et sur le papier, l'idée a l'air vachement bien. Je serais très curieux de lire j'espère qu'un jour on pourra lire le scénario original de Shane Black pour se faire une idée. Mais l'idée, c'était que des marginaux, des losers, des gens considérés comme perdus, qu'on lobotomise littéralement, seraient les gens vers qui finalement sur qui on pourrait le plus compter. J'aime beaucoup l'idée de la marge, de la folie, comme à un moment donné, quelque chose simplement qu'on comprend pas et qu'on décide d'éradiquer parce qu'on est devenu une société radicale. J'aime bien cette idée politiquement, j'aime bien cette idée humainement, j'aime bien cette idée en termes de scénario de film, ça me paraît vachement bien. Mais je vais être clair, ça ne marche mais genre pas du tout dans le film. Alors, il y a quelques vannes qui sont supposées marcher, mais comme Shane Black, il a pas peur d'être un peu lourd, et que les blagues chez lui sont pas toujours très subtiles, ça peut fonctionner dans un film où la tension est plutôt bonne, genre The Nice Guys, genre Kiss Kiss Bang Bang. Mais dans un film où il y a eu de gros soucis à la production et que donc visiblement il reste plus que des morceaux de Shane Black dedans, ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas à un point, c'est assez spectaculaire. C'est-à-dire que je suis allé voir le film avec ma compagne et vraiment au bout de 20 minutes, on a commencé à se dire c'est pas possible quoi. Plus le film avance, plus il s'enfonce. Je vais vous donner un élément. Il y a un des personnages principaux qui est joué par Olivia Munn, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Pas parce qu'elle a joué dans X-Men Apocalypse ou dans The Predator, malheureusement, mais parce qu'elle a joué notamment dans l'excellente... excusez-moi, dans la très bonne série... oh zut The Newsroom, dont je vous ai déjà plus ou moins parlé dans ma critique du film Molly's Game. Ah, je sais plus comment ça s'appelait en français. Le film où Jessica Chastain est tenancière de table de blackjack ou de poker, je sais plus. Voilà, qui est tiré d'une histoire vraie. Je me souviens plus du titre français, honnêtement, je suis désolé. The Game, non, franchement, c'était un titre. Le Grand Jeu, je crois que c'était ça. C'était Le Grand Jeu. Donc voilà, et elle jouait donc dans la série du scénariste-réalisateur Aaron Sorkin, The Newsroom, où elle avait un rôle excellent d'une analyste économique. Complètement déconnecté par rapport à ses émotions, enfin, personnage vraiment vraiment très très bien, qu'elle interprétait à la perfection je trouve, et depuis elle n'a jamais trouvé vraiment de rôle au cinéma à ce niveau-là, et malheureusement ça sera encore une fois pas le cas chez Shane Black dans The Predator. Donc, juste pour vous donner une échelle d'idée, ce personnage-là est introduit dans le film, on va la chercher dans une séquence qui est une non-séquence, elle est en train de se balader, il y a des mecs qui débarquent qui lui disent on a besoin de vous, elle dit ah là là ça a l'air important, et un mec qui lui dit oui, c'est important. Le mec on insiste bien dessus, on le voit plus dans le reste du film. Donc ça commence déjà très très mal. Moi dès cette séquence là, et au bout de 10 minutes plus tard, je me suis dit mais ce mec on le reverra jamais. C'est incroyable. Il y a un gros souci de mise en scène dès le départ. Et connaissant Shane Black, je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu de lui-même faire cette erreur. Mais je reviendrai là-dessus. Et donc on sait pas pourquoi on est allé la chercher spécialement. Elle visiblement elle est une spécialiste de quelque chose, mais bon. Et là, il y a une scène absurde où on va lui demander pourquoi elle est là. Grosso modo, ils sont en train de se changer, de se désinfecter parce qu'ils vont être en contact avec du matériel extraterrestre. Je vous passe les détails, les spoils. Et elle dit que c'est parce qu'elle a écrit une lettre au président il y a très longtemps en disant qu'elle voudrait rencontrer un extraterrestre. Et ils ont croisé ça avec le fait qu'elle est devenue plus ou moins une super anthropologue ou je sais pas quoi. Honnêtement, c'est tellement nul en termes d'écriture que c'est impressionnant. Et il se trouve que, sans trop développer sur le film, le tournage et la post-production sont partis en vrille, mais à un point qui se voit clairement dans le film. Ça se voit. Le film a des défauts de mise en scène, c'est impressionnant. Il y a des séquences qui ne servent plus à rien. Je vous passe les détails, il y a une séquence où les personnages sont confrontés à des ennemis sur un terrain de golf. Un terrain de golf. Un terrain de baseball. Et les ennemis les regardent sans bouger.
On a passé la séquence qui dure au moins 5 minutes, avec ma compagne à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils bougent pas là? Pourquoi ils les attaquent pas? Ils font rien. Littéralement rien. C'est incroyable. Le film est bourré de séquences comme ça, de moments où clairement les reshoots sont venus complètement changer l'histoire. Et c'est tellement flagrant qu'on se retrouve avec une sorte de rythme brinque-ballant, mal foutu, où on a des dialogues quand il faudrait pas, des courses-poursuites qui mènent à rien, des personnages qui sortent des répliques badass alors qu'ils ont même pas eu le temps d'exister. Là, dans le méchant du film, c'est exceptionnel. Il est juste... Il y a rien. Ce mec n'est rien du tout. Pendant tout le film. C'est un archétype de méchant, mais le pire qui soit, puisqu'il n'a aucun fond. Et je vous mets au défi de regarder les autres films de Shane Black et de trouver des méchants qui n'ont aucun fond. C'est exactement l'inverse de ce qu'est capable de faire Shane Black. Ce qui m'apporte à dire deux choses. La première, c'est que Shane Black a foiré, on est tous d'accord. Quand tu réalises un film et que tu gardes ton nom jusqu'au bout, que tu vas jusqu'au bout du process et que le résultat c'est ça, t'as foiré. Parce que The Predator est simplement un vrai nanar. C'est un film qui visiblement voulait être très bon et qui est arrivé à être extrêmement mauvais. C'est un vrai nanar. Je trouve que c'est rare de voir un vrai nanar aussi authentique au cinéma. Tout le film transpire le désir de faire un super film qui va lancer une franchise, et c'est un nanar du début jusqu'à la fin. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi mauvais film au cinéma, je dois le dire. Ça me rend triste de le dire parce que j'aime beaucoup Shane Black. Encore une fois, j'aime beaucoup son travail. Mais là, le film final est un échec complet. C'est extraordinaire. Et ça vient sur un deuxième point que je vais développer un petit peu, mais pas trop. Je pense que j'ai déjà assez parlé sur ce film, honnêtement, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Mais je trouve que c'est intéressant de le savoir tout de même. La production a refilmé, a organisé des reshoots, et ils ont refilmé quasiment 50 à 80% du film. C'est énorme. Ils ont remis 2 semaines et demie de tournage en plus du tournage officiel, ce qui arrive très souvent. Des reshoots, il y en a plein. Hein. Et souvent, souvent, non. Mais parfois, c'est pour de bonnes choses, de très bonnes choses. Hein. Il y a des reshoots, notamment sur X-Men Days of Future Past, qui ont rajouté énormément de qualité et de tension au film. C'est un exemple parmi d'autres. Tout ça pour dire, là, c'était pas le cas. Mais alors, pas du tout. Shane Black et la production se sont visiblement écharpés au bout des 3 semaines et demie de tournage qui étaient prévus. Ils ont commencé à voir des images, ils ont commencé à flipper. Il y avait beaucoup de concepts artistiques où Shane Black poussait le bouchon très très loin. Je vous rappelle que c'est lui, hein, le mec qui a écrit et osé réaliser jusqu'au bout l'idée du mandarin de Iron Man 3. Si vous n'avez pas vu Iron Man 3, regardez Iron Man 3 et vous comprendrez de quoi je veux parler. Et ceux qui l'ont vu, vous savez qu'il a pas peur. Le type a pas peur. Hein. Le mandarin, c'est un des méchants iconiques de Marvel depuis des années, et il a fait ça avec. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. J'ai complètement marché dans les faits. Je sais qu'il y a des gens qui ont détesté et qui détesteront ce film à jamais à cause de ça, et je comprends tout à fait. Je respecte tout à fait. Mais ce qu'on peut pas dire, c'est que c'était pas un choix hyper tranché. Et ben, le scénario de base de Predator, dans ce film, sans trop spoiler, on rencontre plus ou moins un peu plus de l'univers du Predator que simplement le Predator. Et Shane Black, il était allé très 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 loin. Mais vraiment très loin. Je vais pas spoiler. Je vous mettrai probablement un lien, un article qu'une de mes connaissances Twitter, Julien Pirou, qui était un type absolument passionnant de la chaîne No Life, qui a fait tout un travail sur une série qui s'appelait Retro and Magic, que je vous conseille de trouver. Je crois qu'il y a des épisodes qui ont leaké sur YouTube, n'hésitez pas, c'est très très bon, je ferme la parenthèse. Et donc c'est lui qui a partagé cet article américain, qui expliquait très très bien le nombre de reshoots et à quel point on n'a pas du tout le film de Shane Black à la fin. Mais vraiment pas du tout, quoi. Alors eux ils disent pas ça dans l'article, mais moi je le dis. Je le dis net, on n'a pas le film de Shane Black au final. Il y a toute la dernière partie du film, la dernière partie qui a été retournée en entier. Des gros moments d'introduction ont été changés. Parfois pour de bonnes raisons. Pour vous donner une anecdote terrible, Shane Black a fait tourner un de ses amis, acteur, une scène d'agression sur le personnage du personnage féminin, joué par Olivia Munn, et elle devait s'introduire dans l'histoire comme ceci, en fait, en résistant à cette agression, en mettant KO le mec, si j'ai bien compris, plus ou moins, et ça l'a décidé plus ou moins, et donc on avait une sorte de métaphore tout de suite du jeu du Predator. Où on passait du Predator homme au Predator extraterrestre, bref. Et en fait, il se trouve qu'Olivia Munn a découvert pendant le tournage que cet acteur qui avait simulé donc avec une agression sexuelle, hein, avait été condamné pour ça, 25 ans plus tôt. Ce que Shane Black savait mais n'avait pas dit.
Et donc c'est parti en vrille entre l'actrice et Shane Black, donc ça a donné beaucoup de difficultés au tournage évidemment, puisqu'à un moment donné ils se parlaient plus. Et Shane Black a dû s'excuser, et s'est excusé auprès de l'actrice, ça a un peu calmé les choses, mais du coup, l'actrice refusait que la séquence soit dans le film. Ce qui fait qu'elle n'est pas dans le film, et qu'on a cette introduction complètement naze. Mais comme c'est aussi parti en couille avec la production, ça c'est une bonne raison pour moi d'annuler une scène. Je comprends tout à fait que l'actrice ait dit, non mais attends, ce mec a vécu ça, a agressé quelqu'un, il a été condamné pour ça, mais en plus on lui permet de le refaire, de le refantasmer sur moi, je le savais même pas. Enfin, psychologiquement, c'est horrible, quoi. C'est simuler une scène de viol avec un violeur. Je caricature, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même degré d'intensité, mais on y est quasiment. Donc là, vraiment, c'était pour le coup, Shane Black, il a merdé, mais dans les grandes lignes. Hein. Je comprends même pas comment il a pu oublier ça, bref. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, il y a eu des bonnes raisons pour lesquelles des reshoots ou des séquences ont sauté. Mais pour la quasi-totalité du reste, c'est la production qui a freiné des cas de fer et reculé. Tout simplement reculé. Est-ce que les premières séquences telles qu'elles avaient été tournées étaient concluantes ? Peut-être pas. Est-ce que le pré-montage avec les shoots déjà faits du film était concluant? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que quand tu demandes à Shane Black de faire un film, il a un univers. Il s'en est jamais caché. Ça fait 20 ans qu'il le fait. 30 ans qu'il le fait. Donc voilà, c'est ça qui me surprend. C'est à un moment donné cette candeur qu'a eu la production et qui a du coup tout re-shooté. Et comme Shane Black est une tête de l'art aussi, c'est parti bien en vrille. Et on sent clairement que le tournage est parti en vrille aussi. Les scènes sont mal mises en scène. Les dialogues qui sont rajoutés, on voit qu'ils sont rajoutés. Il y a des bouts entiers de films qui n'ont plus aucun sens ou qui sont complètement absurdes, ridicules. Il y a des effets de mise en scène qui auraient été drôles dans un vrai Shane Black, mais qui là auraient dû clairement être enlevés parce que ça rend le film encore plus stupide. Il y a des personnages qui sont supposés être amoureux à la fin, vous allez voir, ils meurent ensemble. C'est phénoménal. C'est débile à un point, c'est beau. Comme dans tous les Predators, on insiste à la fin à un body count, hein, les personnages principaux meurent les uns après les autres et tout ça, et ça c'est plutôt classe. Mais la manière dont ça arrive, le timing, tout est tellement foireux que ça exprime clairement une ingérence de la production. Là je dis bien une ingérence parce que c'est mauvais. Ce qui a été reshooté est mauvais. Je donne un exemple précis. Il y a à la fin du film une séquence où des soldats sont confrontés avec les héros au Predator dans une forêt. Ils sont supposés être chassés par le Predator. Je vous parle le Predator, quoi. Dans le film de John McTiernan, c'est un chasseur qui chasse un groupe de super soldats les uns après les autres. Et il y a toute une tension, un suspense, une finesse dans la mise en scène qui fait qu'on croit à cette chasse. Et ben là dans le film, c'est clair, la production n'a jamais compris ce qu'étaient les films Predator. Je suis désolé, mais jamais. Parce que c'est mis en scène, mais d'une manière, c'est illisible. C'est mal foutu. Le Predator fait de choses stupides. Les personnages aussi. Enfin, c'est assez incroyable. Le niveau abyssal qu'atteint le film dans sa dernière partie. Le film ne décolle jamais. Hein. C'est impressionnant. Il ne décolle jamais. Je parle d'un film avec le Predator, quoi. Un personnage iconique du cinéma. Et ben là, le film ne déconne jamais. Même quand, comme moi, on a aimé les films précédents. Au moins le 1 et le 2, d'ailleurs. Je vais m'arrêter là et pas aller beaucoup plus loin en vous disant simplement que même le film précédent, Predators, qui avait été massacré par les fans, et ben franchement, il était bien meilleur que celui-là. Largement meilleur. Et il était intéressant à la comparaison. Au moins intéressant. Je reviendrai peut-être là-dessus. Je vais peut-être faire une rétrospective sur les films Predator, mais peut-être pas tout de suite. Mais je voulais en parler simplement pour dire, n'en voulez pas trop Shane Black pour le coup cette fois-ci. La production a fait une grosse ingérence et malheureusement on le retrouve au résultat final. C'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, peut-être en faisant plein de détours comme d'habitude, vous savez, je parle trop, il n'y a pas de surprise. C'est que quand on a un réalisateur avec un univers pareil, faire demi-tour et commencer à l'emmerder, c'est tellement absurde que ça ne peut que donner ce genre de résultat. Ça peut que donner de très mauvais films au bout du compte. Et là c'est un exemple incroyable. La séquence de fin, on bascule dans le nanar, mais à un point, je vous laisse découvrir ça, c'est phénoménal. C'est un échec artistique comme rarement j'en ai vu. Là, vraiment, même s'il y a déjà eu d'autres cas de production qui ont commencé à faire chier des réalisateurs de qualité et qu'on a obtenu de mauvais, voire de très mauvais films au final, là, à ce niveau-là, devenir nadardesque à ce point-là, là, c'est quand même assez exceptionnel. Et je pense que ça vient du fait que le scénario de base de Shane Black était hyper frondeur. Il tentait encore quelque chose qui allait lui mettre à dos les 3/4 des fans de Predator, j'imagine. Mais
il était visiblement décidé à aller au bout de son mouvement, et la production a pas voulu jouer le jeu jusqu'au bout, elle a flippé au milieu du projet, et voilà, le résultat, on a un des plus gros nanars, un des nanars les plus chers de l'histoire du cinéma, à mon avis. Voilà, donc ne regardez pas The Predator, mais gardez à l'esprit que des réalisateurs singuliers, à un moment donné, il faut les laisser taffer, et je comprends qu'il y a des gens qui en veulent à Shane Black pour ce résultat-là. Moi, perso, je peux pas, il a pas pu bosser sereinement jusqu'au bout. Voilà, il a fait des erreurs, comme je l'ai expliqué, mais je pense que pour la majorité du film, il a simplement pas pu faire le film qu'il espérait. Donc The Predator de Shane Black n'existe pas, tout comme le Rollerball de John McTiernan n'existe pas, et plein d'autres films comme X-Men 3 de Bryan Singer n'existent pas. Bref. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute les amis, pour cet épisode un petit peu court cette semaine, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous connaissez la Sainte Trinité, hein, Twitter, Instagram, Facebook, commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Tout en gardant aujourd'hui à l'esprit, que, comme je viens de vous le dire, on n'a pas exactement eu le film qu'on voulait, et je crois qu'on n'a pas eu un film de Shane Black tout court. Ça fait quand même beaucoup d'éléments pour ne pas détester Shane Black, et surtout ne pas s'attarder trop sur ce film qui finalement est un accident industriel. Je vous remercie beaucoup encore pour votre écoute, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je me bouge, je fais l'effort de faire un épisode par semaine, mais comme il y a des gens qui suivent, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les copains, ciao ciao.